Très peu de personnes décèdent uniquement parce qu'elles ont atteint un âge avancé. En réalité, beaucoup se détériorent progressivement en conséquence d'habitudes répétées pendant des années. Bienvenue à Connaissance de la vie. Cette affirmation peut sembler dure, voire injuste au premier abord, mais il est important de la comprendre. Après plus de 40 ans de travail dans des domaines liés à la santé et au comportement humain, j'ai clairement constaté que l'usure de l'organisme se produit rarement de manière soudaine. Elle est souvent le résultat de décennies durant lesquelles on maintient des routines qui, presque sans s'en rendre compte, réduisent peu à peu l'énergie et la vitalité. Il s'agit de petites habitudes que nous considérons généralement comme normales ou inévitables avec le temps, alors qu'en réalité, elles peuvent agir comme une usure lente et constante. Le plus préoccupant est que beaucoup de personnes ne se rendent même pas compte qu'elles répètent jour après jour des schémas qui finissent par leur enlever des années de vie. Chaque matin au réveil, elles poursuivent des comportements automatiques qui réduisent progressivement leur énergie, leur clarté mentale et la possibilité de vivre cette étape avec la plénitude qu'elle mérite réellement. Avant de continuer, je souhaite partager une observation que je considère fondamentale et qui a complètement transformé ma manière de comprendre le vieillissement. Au fil des années de consultation, j'ai découvert un phénomène psychologique dont on parle rarement en dehors du milieu professionnel. Chez de nombreuses personnes, vers 65 ou 70 ans, un changement silencieux se produit dans la manière de penser. Sans s'en rendre compte, l'esprit commence à agir comme si la phase la plus active de la vie était déjà terminée. Il ne s'agit pas nécessairement d'une maladie ni d'un état dépressif. C'est quelque chose de plus subtil. Progressivement, la personne cesse de se sentir protagoniste de sa propre histoire. Lorsque cette idée s'installe dans l'esprit, le corps a tendance à réagir en conséquence. La force physique diminue plus rapidement, la mémoire peut devenir moins agile, l'enthousiasme baisse et la motivation semble disparaître. Souvent, l'entourage interprète tout cela comme quelque chose de totalement normal lié à l'âge. Pourtant, il n'en est pas toujours ainsi. Dans ce contenu, nous allons explorer pourquoi ce processus se produit, quelles habitudes peuvent favoriser cette détérioration et surtout, quelles actions simples peuvent aider à maintenir une vie plus active et un meilleur bien-être. Il ne s'agit pas seulement de parler d'exercice ou de répéter des recommandations médicales courantes. Nous aborderons également des aspects liés à la manière dont une personne se perçoit elle-même, à la façon dont elle se rapporte à son passé, à la manière dont elle imagine son avenir et à la façon dont elle interagit avec ceux qui l'entourent. Même si, à première vue, ces éléments ne semblent pas avoir de relation directe avec la santé, ils influencent bien plus que nous ne le pensons la manière dont nous vivons les années suivantes. Selon ces attitudes, une personne peut traverser cette étape avec énergie et sens, ou bien sentir que sa vitalité s'éteint peu à peu. Si vous regardez ceci et que vous avez plus de 60 ou 70 ans, ou si quelqu'un de proche de vous se trouve à cette étape de la vie, ce que vous allez entendre ensuite pourrait vous inviter à réfléchir différemment au passage du temps. Il existe une idée que je répète souvent, parce qu'elle résume bien l'un des points les plus importants. Le corps humain est fait pour bouger. Il n'a pas été conçu pour passer la majeure partie de la journée assis ou allongé. Pourtant, de nombreuses personnes adoptent un mode de vie de plus en plus sédentaire en vieillissant. Peu à peu, elles réduisent leurs activités jusqu'à passer une grande partie de leur temps dans un fauteuil, ne se levant que pour les tâches essentielles. Lorsque cela se produit pendant de longues périodes, le corps commence à en ressentir les effets. Le manque de mouvement peut accélérer la perte de masse musculaire, diminuer l'équilibre et augmenter le risque de chute. Dans certains cas, une petite blessure, un changement de routine ou même la retraite peuvent provoquer une réduction soudaine de l'activité physique. En quelques mois, cette diminution du mouvement peut entraîner des conséquences importantes pour la mobilité et l'autonomie. De plus, après un certain âge, l'inactivité n'affecte pas seulement les muscles. Les os peuvent également être touchés. Lorsque le corps cesse de bouger régulièrement, la densité osseuse peut diminuer progressivement, rendant le système osseux plus fragile avec le temps. C'est pourquoi maintenir un certain niveau de mouvement et d'activité quotidienne est l'une des clés les plus importantes pour préserver l'indépendance et le bien-être au fil des années. La perte progressive de masse musculaire liée à l'âge, connue sous le nom de sarcopénie, peut progresser plus rapidement lorsque le corps cesse de bouger régulièrement. Cependant,
Ce processus n'a pas nécessairement à s'accélérer de manière inévitable. Même une activité physique simple peut faire une grande différence. Il n'est pas nécessaire de passer des heures dans une salle de sport ni de pratiquer des entraînements intensifs. Quelque chose d'aussi simple que marcher pendant environ 30 minutes, 4 ou 5 fois par semaine, peut déjà apporter des bénéfices importants. Une promenade dans le quartier, dans un parc ou dans n'importe quel endroit proche peut contribuer à maintenir la mobilité, l'autonomie et une meilleure qualité de vie au fil des années. D'un point de vue psychologique, le mouvement a également un impact profond sur l'état mental. Lorsque le corps s'active, le cerveau libère des substances associées au bien-être, comme les endorphines, la sérotonine et la dopamine. Ces composés aident à réguler l'humeur, renforcent la motivation et favorisent le sentiment de sens et de but. En revanche, lorsqu'une personne reste inactive trop longtemps, le cerveau reçoit le signal qu'il n'a plus besoin de produire ces stimuli avec la même intensité. Avec le temps, l'apathie, le manque d'énergie ou le désintérêt pour des activités autrefois agréables peuvent apparaître. Beaucoup de personnes interprètent ces changements comme un signe inévitable de l'âge, alors qu'en réalité, ils sont parfois liés au manque de mouvement. Je me souviens du cas d'un homme de 72 ans dont l'épouse était venue consulter, inquiète. Elle m'expliquait qu'après 1 an et demi de retraite, son mari avait complètement changé. Il n'avait plus envie de sortir, ne voyait plus ses amis et passait la majeure partie de la journée devant la télévision. De plus, il avait des difficultés à dormir et son appétit avait nettement diminué. Elle pensait qu'il traversait un épisode dépressif et qu'il avait peut-être besoin d'un traitement médicamenteux. En discutant avec lui et en examinant à quoi ressemblait sa routine quotidienne, un détail révélateur est apparu. Avant de prendre sa retraite, il marchait chaque jour pour aller au travail. Environ 20 minutes à l'aller et 20 minutes au retour. Ce n'était pas un exercice structuré, mais cela impliquait du mouvement, une exposition à l'air libre, à la lumière naturelle et un contact avec l'environnement. Lorsqu'il a cessé de travailler, cette habitude a complètement disparu du jour au lendemain. Sans s'en rendre compte, il avait supprimé de sa vie l'une des sources les plus importantes d'activité quotidienne. Je lui ai proposé un changement très simple, sortir marcher chaque matin pendant 1 mois. Je ne lui ai donné aucun objectif de distance ni de durée. Je lui ai seulement demandé de sortir de chez lui, de marcher tranquillement et de rentrer lorsqu'il sentirait que cela suffisait. Durant les premiers jours, il marchait à peine 10 minutes, mais au fil des semaines, il a commencé à prolonger son parcours. Au bout de 2 semaines, il se promenait déjà près d'une demi-heure. 1 mois plus tard, son épouse m'a rappelé pour me dire qu'elle remarquait un changement clair. Il dormait mieux, avait plus d'appétit et avait repris contact avec un ami pour aller prendre un café. Cet exemple montre quelque chose d'important. Abandonner complètement le mouvement peut affecter à la fois le corps et l'état émotionnel. C'est pourquoi l'une des habitudes les plus précieuses que l'on puisse conserver au fil du temps est simplement de rester actif. Peu importe si le rythme est lent ou si au début on ne marche que quelques minutes, même de courts trajets, comme aller jusqu'au coin de la rue et revenir, peuvent devenir un point de départ. Avec le temps, le corps et l'esprit réagissent généralement de manière positive à cette petite décision quotidienne. Mais il existe un autre aspect tout aussi important, qui concerne la manière dont nous utilisons notre esprit à mesure que les années passent. Beaucoup de personnes adoptent l'idée qu'après un certain âge, il n'est plus possible d'apprendre de nouvelles choses. On pense souvent que le cerveau fonctionne comme un disque plein qui ne peut plus stocker davantage d'informations. Pourtant, cette croyance est non seulement incorrecte, mais elle peut aussi être nuisible. Lorsqu'une personne accepte cette idée, elle cesse de stimuler son esprit et le cerveau commence à réduire son activité. Les recherches en neurosciences ont démontré quelque chose de fascinant. Le cerveau conserve la capacité de s'adapter et de créer de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. Ce phénomène est connu sous le nom de neuroplasticité. Grâce à cette capacité, l'esprit peut continuer à apprendre, à s'adapter et à se développer même à un âge avancé. La clé consiste à lui offrir des stimulations qui le mettent au défi. Il ne s'agit pas de réaliser des études complexes ni de retourner à l'université. De petits changements dans la vie quotidienne peuvent servir d'entraînement mental. Lire des livres d'un genre différent de celui auquel on est habitué. Essayer une nouvelle recette. Varier l'itinéraire habituel lors d'une promenade ou résoudre des jeux comme des mots croisés et des sudoku sont des exemples simples. Écouter une musique différente,
Apprendre à utiliser de nouvelles fonctions du téléphone ou expérimenter des activités créatives peuvent également stimuler le cerveau. Chacune de ces expériences introduit de la nouveauté et oblige l'esprit à rester actif. Diverses études ont observé des résultats intéressants lorsque des personnes âgées apprennent de nouvelles compétences. Dans certaines expériences, par exemple, des adultes de plus de 70 ans ont commencé à pratiquer des instruments de musique simples sans expérience préalable. Après quelques mois de pratique, les évaluations cognitives ont montré des améliorations non seulement dans les capacités musicales, mais aussi dans la mémoire, la concentration et la vitesse de traitement de l'information. Le simple fait de se confronter à quelque chose de nouveau a activé de nouveaux réseaux dans le cerveau. À l'inverse, vivre toujours sous la même routine peut produire l'effet opposé. Lorsque les mêmes activités se répètent chaque jour de manière identique, le cerveau cesse d'être confronté à des défis. Ce manque de stimulation peut provoquer un déclin progressif qui passe inaperçu pendant longtemps. Parfois, cela commence par de petits oublis, comme ne plus se souvenir de l'endroit où l'on a laissé les clés ou perdre le fil d'une conversation. Beaucoup de personnes attribuent cela uniquement au passage du temps, alors que dans certains cas, cela est également lié au manque de stimulation mentale. C'est pourquoi une stratégie simple consiste à introduire de petites nouveautés dans la vie quotidienne. Il n'est pas nécessaire d'apporter de grands changements. Il suffit d'intégrer chaque jour une activité différente, quelque chose qui éveille la curiosité, qui invite à réfléchir ou qui oblige à prêter attention. Cette légère sensation de défi qui apparaît lorsque l'on apprend quelque chose de nouveau n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est souvent le signe que le cerveau reste actif et en train de travailler. Tout ce que nous avons mentionné jusqu'à présent sur l'importance du mouvement et de la stimulation mentale est essentiel pour maintenir le bien-être au fil des années. Cependant, il existe un autre aspect de la vie après 70 ans qui, lorsqu'il est négligé, peut avoir un impact profond sur la santé. Il s'agit de quelque chose dont tous les êtres humains ont besoin, mais que de nombreuses personnes âgées finissent par perdre presque sans s'en rendre compte: la connexion avec les autres. Il y a quelque temps, je suis tombé sur une donnée qui m'a profondément surpris. Et après tant d'années à étudier le comportement humain, il n'est pas facile qu'une statistique réussisse à m'impressionner. Diverses recherches ont indiqué que la solitude prolongée chez les personnes âgées peut avoir des effets sur la santé comparables à ceux de certains comportements nocifs bien connus. En d'autres termes, l'isolement social prolongé peut affecter l'organisme d'une manière que beaucoup de personnes n'imaginent pas. Le manque de contact humain pendant de longues périodes a été associé à une augmentation des processus inflammatoires dans le corps, à un système immunitaire plus affaibli, à un risque accru de problèmes cardiovasculaires et à un déclin cognitif plus rapide. On a même observé qu'il peut influencer la probabilité de développer certaines maladies avec le temps. Malgré cela, lorsqu'on parle d'habitudes nuisibles à un âge avancé, l'isolement social est rarement mentionné comme l'un des facteurs les plus importants. On parle généralement d'alimentation, d'exercice, de tabac ou d'alcool, mais on prête rarement attention à la solitude. Pour beaucoup de personnes, pourtant, la solitude devient l'un des plus grands défis à cette étape de la vie, et ce qui rend la situation plus complexe, c'est qu'elle apparaît souvent de manière progressive. Parfois, elle commence lorsqu'un ami proche décède ou tombe malade et cesse de sortir. Dans d'autres cas, les enfants vivent loin ou sont occupés par leurs propres engagements. Le quartier change, les voisins ne sont plus les mêmes, ou le contact quotidien qui existait auparavant au travail disparaît. Cela peut également se produire lorsque le partenaire décède et que le foyer, autrefois rempli de conversations et d'activités, devient silencieux. Avec le temps, les jours peuvent passer sans véritable interaction avec d'autres personnes. Souvent, la télévision devient la seule compagnie constante. Peu à peu, certaines personnes finissent par s'habituer à cette situation, pensant que c'est quelque chose d'inévitable en vieillissant. Pourtant, la réalité est que l'être humain a besoin du contact social comme d'un élément fondamental de son bien-être. Les interactions humaines provoquent de véritables réactions biologiques dans l'organisme. Lorsque nous discutons avec quelqu'un, partageons un rire ou ressentons de la proximité avec une autre personne, le cerveau libère des substances associées au lien et à la confiance, comme l'ocytocine. Cette hormone participe à divers processus qui influencent le bien-être général. On a observé qu'elle peut contribuer à réguler la pression artérielle,
améliorer la qualité du sommeil, réduire les niveaux de stress et favoriser l'équilibre émotionnel. Je me souviens du cas d'une femme d'environ 75 ans qui est venue consulter en raison d'un problème sévère d'insomnie. Depuis des mois, elle ne dormait que quelques heures par nuit. Elle avait déjà consulté son médecin et essayé des médicaments pour dormir, mais même si ceux-ci la rendaient somnolente pendant la journée, le problème ne disparaissait pas. En parlant avec elle plus calmement et en apprenant davantage sur son histoire, nous avons découvert un détail important. Ses difficultés à dormir avaient commencé juste après que sa meilleure amie ait déménagé dans une autre ville pour vivre près de ses enfants. Cette amitié était pratiquement son seul lien social proche. Son mari était décédé des années auparavant et le contact avec ses enfants se limitait à des appels occasionnels. Elle passait la majeure partie de son temps seule à la maison. Dans son cas, l'insomnie ne semblait pas liée à un problème physique, mais plutôt à l'isolement profond qu'elle vivait. Lorsqu'une personne se sent complètement seule, le cerveau peut interpréter cette situation comme un manque de sécurité. D'un point de vue évolutif, les êtres humains sont habitués à vivre en groupe, et l'isolement peut activer des mécanismes d'alerte qui rendent plus difficile la relaxation nécessaire pour dormir. Je lui ai proposé quelque chose de simple, essayer de s'intégrer dans une activité sociale qui lui serait agréable. Cela pouvait être un club de lecture, un atelier de travaux manuels, un groupe de marche ou tout autre espace où elle pourrait interagir régulièrement avec d'autres personnes. Au début, elle a montré une certaine résistance. Elle se sentait gênée, pensait qu'à son âge, il était difficile de se faire de nouveaux amis et ne voulait déranger personne. Cette réaction est plus courante qu'on ne le pense. Beaucoup de personnes âgées développent l'idée que chercher de la compagnie peut être inapproprié ou qu'elles doivent s'habituer à la solitude. Pourtant, cette pensée devient souvent une barrière qui empêche de retrouver quelque chose d'essentiel pour le bien-être. Finalement, elle a décidé d'essayer un groupe de marche pour personnes âgées qui se réunissaient dans son quartier plusieurs fois par semaine. Ils marchaient ensemble pendant 1 heure, puis s'asseyaient généralement dans un café voisin pour discuter. Au fil des semaines, elle a commencé à se sentir plus animée et plus connectée aux autres. Environ 1 mois et demi plus tard, elle m'a raconté qu'elle pouvait déjà dormir près de 7 heures par nuit sans avoir besoin de médicaments. Ce cas illustre quelque chose d'important. L'isolement prolongé peut affecter à la fois le bien-être émotionnel et la santé physique. C'est pourquoi maintenir des liens, participer à des activités partagées ou simplement discuter avec d'autres personnes peut avoir un impact très positif sur la qualité de vie. Parfois, l'obstacle le plus grand n'est pas le manque d'occasion de se relier aux autres, mais la difficulté de faire le premier pas. Appeler quelqu'un, rejoindre une activité ou se présenter dans un nouveau groupe peut être inconfortable au début, mais ce petit geste peut ouvrir la porte à des expériences qui transforment le quotidien. Il existe cependant un autre élément dont nous n'avons pas encore parlé et qui est probablement l'un des plus importants de tous. Il concerne la manière dont une personne pense à elle-même et le dialogue intérieur qu'elle entretient chaque jour. Si cette façon de penser n'est pas examinée, beaucoup des conseils précédents peuvent perdre leur effet. Nous en parlerons plus en détail un peu plus tard. Avant cela, il vaut la peine d'aborder un autre sujet que presque tout le monde pense bien connaître, même si dans la pratique il n'est pas toujours appliqué correctement. L'alimentation. Je ne vais pas vous présenter une liste interminable d'aliments autorisés et interdits, ni parler de régimes stricts ou de comptage des calories. Ce type de recommandation est répété si souvent que beaucoup de personnes les ont déjà entendues d'innombrables fois, sans réellement changer leurs habitudes. Ce que je voudrais vous proposer, c'est une réflexion différente, davantage liée à la manière dont nous nous rapportons à la nourriture qu'à la nutrition elle-même. Avec les années, beaucoup de personnes cessent de manger uniquement par faim. En réalité, elles mangent par habitude, par ennui, par anxiété ou simplement par routine. Parfois, la nourriture arrive parce que c'est l'heure, parce que la télévision est allumée et que la main cherche quelque chose à grignoter sans y penser, ou parce que cela semble être l'un des rares plaisirs disponibles dans la journée. Lorsque l'alimentation naît principalement de ces émotions, elle peut devenir un problème. Ce n'est pas seulement ce que l'on mange qui compte, mais aussi la raison et la manière dont on le fait. Il est assez courant d'observer que certaines personnes, surtout après un certain âge, augmentent leur consommation de sucre sans s'en rendre compte. Une viennoiserie avec le café du matin, quelques biscuits en milieu de matinée,
Un dessert après le repas et quelque chose de sucré avant de dormir peuvent sembler de petits détails. Mais avec le temps, cela devient un schéma constant. Souvent, personne ne le remet en question parce que l'on pense qu'à un certain âge, cela ne vaut pas la peine de se priver de ses plaisirs. Pourtant, une consommation excessive de sucre peut contribuer à des problèmes de santé comme une inflammation persistante, des difficultés métaboliques ou des maladies cardiovasculaires, en particulier dans des organismes qui fonctionnent déjà avec moins de réserve qu'auparavant. Cependant, le point central n'est pas uniquement ce que l'on consomme, mais la relation émotionnelle que l'on établit avec la nourriture. Lorsqu'une personne utilise l'alimentation comme réponse à l'ennui ou à l'anxiété, elle essaie en réalité de combler un vide qui a généralement une autre origine. Souvent, ce vide est lié au manque de mouvement, à l'absence de stimulation mentale, au manque de contact social ou à la perte de sens dans la vie quotidienne. Lorsque ces aspects sont présents et équilibrés, la relation avec la nourriture tend à se réguler de manière plus naturelle, sans qu'il soit nécessaire d'imposer une discipline extrême. Il existe certaines actions simples qui peuvent beaucoup aider dans ce domaine. L'une des plus basiques, mais aussi des plus importantes, est de maintenir une bonne hydratation. Avec les années, la sensation de soif peut diminuer, ce qui fait que beaucoup de personnes boivent moins d'eau que leur corps n'en a besoin. Cette légère déshydratation, qui peut passer inaperçue, provoque souvent de la fatigue, des maux de tête, de l'irritabilité ou des difficultés de concentration. Avoir de l'eau à portée de main pendant la journée et boire régulièrement, même sans ressentir une grande soif, peut améliorer considérablement le bien-être général. Une autre habitude utile consiste à inclure davantage d'aliments naturels dans l'alimentation quotidienne. Les fruits, les légumes, les légumineuses et d'autres produits riches en fibres apportent des nutriments importants pour l'organisme. Il ne s'agit pas de transformer toute l'alimentation du jour au lendemain, mais plutôt d'observer son assiette et de se demander si elle contient de la variété et des couleurs, si elle inclut des aliments qui proviennent directement de la terre et pas uniquement des produits industriels. Les aliments ultra-transformés, ceux qui viennent dans des emballages attrayants et peuvent être conservés pendant de longues périodes, contiennent souvent de grandes quantités de sel, de sucre et de graisse que l'organisme a plus de difficultés à traiter à mesure que nous vieillissons. De plus, il y a un aspect souvent négligé, la manière dont on mange. Retrouver l'acte de manger comme un moment conscient peut faire une grande différence. S'asseoir à table, éteindre la télévision, mâcher calmement et prêter attention au goût et à la texture des aliments aide le corps à mieux traiter la nourriture. Manger en compagnie, lorsque c'est possible, peut également transformer le repas en une expérience plus agréable. Cette pratique simple influence la digestion, la sensation de satiété et l'état d'esprit après les repas. Un autre point important concerne la consommation de protéines. Beaucoup de personnes pensent qu'avec l'âge, on a besoin de moins de protéines, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. L'organisme a besoin de protéines pour maintenir la masse musculaire, la solidité des os et le bon fonctionnement du système immunitaire. Cependant, certaines personnes âgées réduisent leur consommation parce que cuisiner certains aliments leur semble fatigant, parce qu'elles ont des difficultés à mâcher ou simplement parce que leur appétit diminue. Il existe des options simples pour les intégrer sans complications. Les œufs, les légumineuses, le yaourt, le fromage ou les fruits secs sont des exemples accessibles qui peuvent faire partie d'une alimentation équilibrée. Tout cela peut sembler très basique. Marcher, boire de l'eau, mieux se nourrir et maintenir un contact avec d'autres personnes. Mais précisément parce que cela paraît si simple, ces habitudes sont souvent négligées. Pourtant, elles constituent la base sur laquelle repose le bien-être à n'importe quelle étape de la vie. Comme les fondations d'un bâtiment, lorsque ces bases s'affaiblissent, tout le reste peut être affecté. Il existe toutefois un autre aspect qui génère parfois une certaine gêne lorsqu'on en parle, le sommeil. Beaucoup de personnes âgées acceptent de mal dormir comme si c'était quelque chose d'inévitable. Des phrases comme « à mon âge on ne dort plus bien » ou « je dors peu d'heures mais c'est normal » sont souvent entendues. Pourtant, il est important de comprendre que dormir mal de façon constante ne devrait être considéré comme normal à aucun moment de la vie. Il est vrai que le sommeil change avec les années. Les phases profondes peuvent diminuer et il est possible qu'il y ait davantage de réveils nocturnes. Mais cela ne signifie pas qu'il faille se résigner à dormir très peu ou à se réveiller chaque matin en se sentant épuisé.
Maintenir un sommeil de mauvaise qualité pendant longtemps a été associé à divers problèmes de santé, notamment des difficultés cognitives, des troubles de l'humeur et des problèmes cardiovasculaires. Pendant le sommeil, des processus fondamentaux se produisent dans l'organisme. Pendant que nous dormons, le cerveau active des mécanismes de nettoyage qui aident à éliminer les substances de déchets accumulées durant la journée. Lorsque le repos est insuffisant ou très fragmenté, ce processus ne fonctionne pas avec la même efficacité et l'organisme ne parvient pas à récupérer complètement. L'une des habitudes qui peut parfois interférer avec le repos nocturne est la sieste trop longue pendant la journée. Bien qu'une petite sieste puisse être bénéfique, dormir trop longtemps dans l'après-midi peut perturber le rythme naturel du sommeil et rendre plus difficile la préparation du corps au repos nocturne. C'est pourquoi prêter attention aux horaires de repos et à la qualité du sommeil est un autre élément important pour maintenir le bien-être au fil des années. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement la sieste. En réalité, un repos bref d'environ 20 ou 30 minutes peut être bénéfique. Le problème apparaît lorsque ce repos s'allonge trop. Certaines personnes se couchent en milieu d'après-midi et finissent par dormir plusieurs heures. Ensuite, lorsque la nuit arrive, le sommeil ne vient tout simplement pas. Elles restent alors devant la télévision jusqu'à très tard, s'endorment après minuit, dorment mal et se réveillent fatiguées le lendemain, ce qui les pousse à refaire une longue sieste. Peu à peu, un cycle se crée qui finit par affecter sérieusement la qualité du sommeil nocturne, celui qui permet réellement à l'organisme de récupérer. Une autre habitude qui peut interférer avec le sommeil est l'utilisation des écrans avant de se coucher. Beaucoup de personnes gardent la télévision allumée dans la chambre ou maintiennent leur téléphone près du lit. La lumière émise par ces appareils envoie des signaux au cerveau qui peuvent perturber son horloge interne, lui faisant croire qu'il fait encore jour. Cela rend plus difficile la production de mélatonine, l'hormone qui aide le corps à se préparer au sommeil. Lorsque ce signal naturel est perturbé nuit après nuit, il devient plus difficile d'atteindre un sommeil profond et réparateur. Du point de vue psychologique, il existe aussi un autre facteur important, les préoccupations qui apparaissent pendant la nuit. Beaucoup de personnes âgées remarquent que, lorsque tout est silencieux, elles commencent à penser à différents sujets qui les inquiètent. Il peut s'agir de questions liées à la santé, à la famille, aux finances ou à l'avenir. Ces préoccupations activent la production de cortisol, une hormone associée au stress. Lorsque l'organisme présente des niveaux élevés de cette hormone, se détendre et s'endormir devient beaucoup plus difficile. Heureusement, il existe quelques pratiques simples qui peuvent aider à améliorer le repos. L'une des plus importantes consiste à maintenir des horaires réguliers. Essayer de se coucher et de se lever à peu près à la même heure chaque jour aide l'horloge interne du corps à fonctionner de manière plus équilibrée. Même pendant le week-end, garder une routine similaire peut faire une grande différence dans la qualité du sommeil. Il est également conseillé de limiter les siestes à des périodes courtes, de préférence avant le milieu de l'après-midi. De cette façon, le repos pendant la journée n'interfère pas avec le sommeil de la nuit. Une autre recommandation utile consiste à éteindre les appareils électroniques au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Au lieu des écrans, on peut choisir des activités plus relaxantes comme lire, écouter de la musique douce ou pratiquer des exercices de respiration qui aident le corps à se préparer au repos. Il existe aussi une stratégie très simple qui peut être étonnamment efficace. Avant de dormir, consacrez quelques minutes à écrire dans un carnet ce qui préoccupe ou tourne dans l'esprit. Il ne s'agit pas de résoudre les problèmes à ce moment-là, mais simplement de les sortir de la tête et de les noter sur le papier. Ce geste peut aider le cerveau à percevoir que ses pensées sont déjà organisées et qu'il n'a pas besoin de continuer à les répéter pendant la nuit. Le repos n'est pas un luxe optionnel, c'est une nécessité fondamentale pour le bien-être physique et mental. Prendre soin du sommeil signifie prendre soin du fonctionnement du cerveau, de la mémoire, de l'état émotionnel et, de manière générale, de la qualité de vie. Cependant, il y a 2 aspects finaux que je considère particulièrement importants. Ce sont des habitudes qui ne se voient pas de l'extérieur, parce qu'elles se produisent à l'intérieur de chaque personne, mais elles peuvent énormément influencer la manière dont chaque journée est vécue. Le premier concerne quelque chose qui se produit constamment, même si cela passe souvent inaperçu, la manière dont une personne se parle à elle-même. Beaucoup de personnes développent l'habitude de s'adresser des pensées très dures. Des phrases comme « je ne sers plus à rien »
« je suis un poids pour les autres » ou « à mon âge, cela ne sert plus à rien d'essayer de nouvelles choses » peuvent se répéter encore et encore dans l'esprit. Même si ces idées semblent être de simples pensées passagères, elles ont en réalité un effet profond. Les mots qu'une personne se dit à elle-même fonctionnent comme des messages que le cerveau finit par prendre comme référence pour agir. Lorsqu'une personne se répète constamment des idées négatives sur elle-même, son comportement commence à s'adapter à cette croyance. Peu à peu, l'envie d'essayer de nouvelles choses diminue, tout comme l'envie de bouger, de participer à des activités ou de chercher des expériences différentes. C'est ce que la psychologie appelle une prophétie auto-réalisatrice. Au cours de mon expérience professionnelle, j'ai observé quelque chose de très frappant. Des personnes d'âge similaire, avec des conditions de santé comparables et même avec des ressources économiques semblables, peuvent avoir des réalités complètement différentes selon la manière dont elles se parlent à elles-mêmes. J'ai rencontré des personnes de plus de 80 ans qui commencent la journée avec enthousiasme, en pensant à ce qu'elles peuvent faire ou apprendre. J'ai aussi vu des personnes beaucoup plus jeunes qui se traitent avec mépris et vivent comme si elles n'attendaient plus rien de l'avenir. La manière de penser influence profondément l'énergie, la motivation et l'attitude face à la vie. Changer ce dialogue intérieur n'est pas toujours simple, surtout lorsque l'habitude de se critiquer ou de se minimiser s'est développée pendant des décennies. Beaucoup de personnes ont grandi dans des environnements où la critique était constante et la reconnaissance rare. Cette voix intérieure négative est donc devenue familière. Pourtant, avec de la pratique et de l'attention, il est possible de la transformer. La première étape consiste à prêter attention à ce que l'on se dit à soi-même pendant la journée. Beaucoup de personnes ne sont même pas conscientes de ces pensées automatiques. Lorsqu'une phrase intérieure négative ou méprisante apparaît, il est utile de s'arrêter un instant et de la reformuler d'une manière plus équilibrée. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, mais de se parler avec la même compréhension que l'on aurait envers quelqu'un que l'on aime. Par exemple, au lieu de se dire « je n'y arrive plus », on pourrait penser « certaines choses me demandent plus d'efforts maintenant, mais je continue d'avancer ». Au lieu de « je suis inutile », cela peut devenir « j'apprends à m'adapter à de nouvelles situations ». Ce petit changement dans le langage intérieur peut progressivement modifier la manière dont une personne se perçoit. Il existe un exercice simple que je recommande souvent et que beaucoup de personnes trouvent utile. Chaque soir, avant de dormir, écrire 3 choses qui se sont bien passées pendant la journée. Il n'est pas nécessaire que ce soit des réussites extraordinaires. Il peut s'agir de détails simples, comme avoir fait une promenade, avoir parlé avec quelqu'un ou avoir accompli une petite tâche. Cette habitude aide à entraîner l'esprit à reconnaître le positif et à équilibrer la tendance naturelle à se concentrer uniquement sur le négatif. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'exploits remarquables. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que préparer un repas que vous avez apprécié, sortir, marcher, même si vous n'en aviez pas très envie au début, ou appeler un membre de votre famille pour discuter un moment. Noter 3 petites choses positives chaque soir peut sembler un geste insignifiant, mais avec le temps, cela entraîne l'esprit à reconnaître ce qui fonctionne, au lieu de se concentrer uniquement sur les erreurs ou les difficultés. L'attention fonctionne d'une manière très particulière. Elle tend à se diriger vers ce sur quoi elle se concentre. Si elle se tourne constamment vers le négatif, la perception du monde se remplit de limitations et de problèmes. En revanche, lorsqu'on apprend aussi à remarquer ce qui va bien, de nouvelles possibilités commencent à apparaître, des possibilités qui passaient auparavant inaperçues. Il existe un autre aspect important lié à ce sujet. Parfois, les personnes âgées développent un dialogue intérieur négatif, non seulement par habitude, mais aussi à cause de l'environnement dans lequel elles vivent. Il arrive que les personnes qui les entourent, même des membres proches de la famille, leur parlent avec impatience ou les traitent comme si elles étaient incapables de prendre des décisions par elles-mêmes. Lorsque cela se produit de manière répétée, ce type de traitement peut finir par influencer la façon dont une personne se perçoit elle-même. Si quelqu'un entend fréquemment des commentaires qui le font se sentir inutile ou incapable, il est possible qu'avec le temps, il commence à y croire. Cette expérience n'est pas la faute de la personne qui la vit, mais il est important d'apprendre à se protéger de ce type de dynamique. Exprimer ce que l'on ressent, demander à être traité avec respect et établir certaines limites peut aider à préserver la dignité personnelle. Chaque étape de la vie
mérite d'être vécue avec considération et reconnaissance. Nous arrivons maintenant au point que je considère comme le plus important de tous. C'est l'habitude qui peut complètement transformer la manière dont une personne vit cette étape de la vie. Au début, j'ai mentionné qu'autour de 70 ans, beaucoup de personnes traversent un moment silencieux où, sans s'en rendre compte, elles commencent à sentir que leur rôle dans le monde est terminé. Pourtant, il existe une manière puissante de contrer ce processus. Tous les éléments que nous avons mentionnés, le mouvement, la stimulation mentale, la connexion sociale, l'alimentation, le repos et le dialogue intérieur, sont fondamentaux. Cependant, il existe quelque chose qui agit comme le moteur qui met tout le reste en mouvement. Avoir un but. Un but est simplement une raison de se lever chaque matin avec la sensation qu'il y a encore quelque chose de précieux à faire, quelque chose à apporter ou à partager. Dans certaines cultures, ce concept est très présent. Au Japon, par exemple, il existe un mot très connu pour le décrire, ikigai. Il se réfère à ce qui donne du sens à la vie et maintient vivante la motivation quotidienne. Ce concept est particulièrement connu dans des endroits comme Okinawa, une région célèbre pour le grand nombre de personnes qui atteignent un âge très avancé. Là-bas, il est courant que les personnes âgées continuent à participer activement à la vie quotidienne. Beaucoup aident à s'occuper de leurs petits-enfants, cultivent des jardins potagers, partagent leurs connaissances avec les générations plus jeunes ou collaborent à des activités communautaires. Maintenir un rôle au sein de la communauté leur permet de sentir qu'elles sont toujours nécessaires et que leur expérience a encore de la valeur. Au fil des années, j'ai souvent constaté combien la présence ou l'absence d'un but peut faire une énorme différence. Certaines personnes, après la retraite, perdent le sens de direction que leur donnait auparavant leur travail ou leurs responsabilités. Dans certains cas, cette perte de structure fait que l'énergie et l'enthousiasme diminuent rapidement. Mais j'ai aussi vu l'inverse, des personnes qui découvrent de nouvelles activités ou de nouveaux intérêts, même à un âge très avancé, et qui expérimentent un renouveau surprenant. Parfois, ce changement naît de quelque chose de simple. Enseigner ce qu'elles savent, participer à des projets communautaires, apprendre une nouvelle compétence ou consacrer du temps à aider les autres. Je me souviens du cas d'un homme qui avait travaillé comme ingénieur pendant des décennies. Il a pris sa retraite à 67 ans et pendant un certain temps, il s'est senti complètement désorienté. Il n'était pas malade, mais il ne trouvait plus d'enthousiasme dans ses journées. Il avait consulté des médecins et réalisé plusieurs examens, et tous les résultats indiquaient que sa santé était bonne. Lorsqu'il a commencé à réfléchir à ce qui l'intéressait réellement, une idée qui était présente depuis des années est apparue. Il avait toujours voulu enseigner. Même si sa carrière professionnelle n'était pas liée à l'enseignement, l'idée de partager ses connaissances l'enthousiasmait. Finalement, il a décidé d'offrir des cours gratuits de mathématiques pour des adolescents dans un centre communautaire de son quartier, seulement quelques après-midi par semaine. Le changement a été remarquable. Avoir quelque chose à préparer, des élèves qui l'attendaient, et l'opportunité de se sentir utile ont transformé sa routine quotidienne. Il n'a pas été nécessaire d'apporter des changements radicaux. Il a simplement fallu trouver une activité qui lui redonne le sentiment de contribuer et de participer à la vie des autres. Et c'est précisément le message central de tout ce dont nous avons parlé. Le but n'a pas toujours besoin d'être quelque chose de grand ou d'extraordinaire. Parfois, il se trouve dans des gestes simples. S'occuper d'un jardin, apprendre quelque chose de nouveau, partager du temps avec d'autres personnes ou transmettre l'expérience accumulée au fil des années. L'important est de garder vivante la sensation qu'il y a encore quelque chose de significatif à offrir au monde. Il n'a pas seulement retrouvé le moral, il a aussi commencé à mieux dormir, à marcher davantage parce qu'il se rendait au centre communautaire à pied et à prendre davantage soin de son alimentation pour avoir de l'énergie pendant les cours. Il a commencé à lire plus souvent pour préparer les sujets et à se lier avec d'autres bénévoles du lieu. Peu à peu, tout a commencé à s'enchaîner. Chaque aspect de sa vie s'est amélioré. Et tout a commencé par un point de départ. Trouver un but, découvrir une réponse claire à la question de savoir pourquoi se lever chaque matin. C'est précisément ce que je voulais transmettre depuis le début. L'habitude la plus dangereuse après 70 ans est de vivre sans but. C'est accepter l'idée que sa vie a déjà rempli sa fonction, que tout ce qui était important appartient au passé et qu'il ne reste plus qu'à attendre.
Mais c'est l'un des mensonges les plus dommageables qu'une personne puisse croire. Tant que vous êtes en vie, tant que votre cœur continue de battre, vous avez encore quelque chose à apporter. Cela peut être quelque chose de grand ou quelque chose de simple. Peut-être enseigner à quelqu'un, prendre soin d'une autre personne, créer quelque chose de nouveau, accompagner quelqu'un qui en a besoin ou simplement écouter. Ce qui compte n'est pas la taille de ce que vous faites. Ce qui compte, c'est que cela ait du sens pour vous, que cela donne un sens à vos journées et une raison de vous réveiller le lendemain. Ce but n'a pas non plus besoin d'impliquer de l'argent ni de grands projets. Parfois, il se trouve dans des choses très simples. Prendre soin de quelques plantes et les voir grandir, appeler un ami qui se sent seul et a besoin d'entendre une voix proche, cuisiner pour quelqu'un, écrire, lire à un petit enfant ou participer à une activité qui vous tient à cœur. Tout ce qui vous rappelle que vous êtes encore vivant, que vous faites toujours partie du monde et que votre présence a encore de la valeur. Lorsqu'une personne trouve un but, quelque chose d'intéressant se produit. Les autres habitudes commencent presque à se mettre en ordre d'elles-mêmes. Vous bougez davantage parce que vous avez un endroit où aller. Vous apprenez de nouvelles choses parce que vous en avez besoin pour ce que vous faites. Vous cherchez la compagnie des autres parce que vous souhaitez partager ce que vous faites. Vous mangez mieux parce que vous avez besoin d'énergie. Vous dormez mieux parce que la fatigue vient d'une journée active et pleine de sens, et non d'une journée vide. Et la manière dont vous vous parlez à vous-même change également parce que vous commencez à avoir des preuves que vous êtes toujours capable, que vous pouvez encore apporter quelque chose. Avoir un but n'élimine pas toutes les maladies et ne rend personne immortel, mais cela permet de vivre réellement chaque jour qui reste. Et au final, c'est cela qui compte le plus. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez écouté jusque-là, vous avez déjà fait un pas important. Prêter attention à votre propre vie, à vos habitudes et à ce que vous pouvez encore changer demande du courage. Cet acte d'écouter et de réfléchir est déjà en soi une forme de but. Le but de prendre soin de vous prendre au sérieux et de ne pas accepter que la vie après un certain âge soit seulement une période d'attente. Au cours de cette réflexion, nous avons parlé de 6 habitudes qu'il vaut mieux laisser derrière soi si l'on veut vivre cette étape de la vie avec plus de plénitude. La première est de cesser de bouger. La deuxième est de vivre en pilote automatique sans stimuler l'esprit. La troisième est de s'isoler et d'accepter la solitude comme quelque chose d'inévitable. La quatrième est de manger sans conscience, simplement par habitude. La cinquième est de négliger le sommeil comme s'il n'était pas important. Et la sixième, la plus importante de toutes, est de vivre sans un but qui donne du sens à chaque journée. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucun de ces changements n'exige de l'argent, de la jeunesse ni des conditions particulières. Tout commence par une décision. Décider qu'aujourd'hui est un bon jour pour commencer, qu'aujourd'hui, vous pouvez faire le premier pas. Si ces mots vous ont été utiles, si une idée vous a fait réfléchir ou vous a offert un outil que vous n'aviez pas auparavant, partagez-les avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Cela peut être un père, une mère, un ami, un voisin ou toute personne qui traverse cette étape de la vie et qui, peut-être, se sent aujourd'hui seul ou sans direction. Parfois, une simple réflexion peut être l'étincelle dont quelqu'un a besoin pour changer sa perspective. J'aimerais aussi vous inviter à participer en laissant un commentaire. Vous pouvez dire quel âge vous avez, quelle habitude a été la plus difficile à reconnaître pour vous, ou quel changement vous aimeriez commencer dès aujourd'hui. Chaque commentaire aide ce message à atteindre davantage de personnes qui pourraient en bénéficier. Je voudrais terminer par une réflexion finale. Au fil des années, j'ai beaucoup appris dans les livres, les études et les conférences, mais les leçons les plus profondes m'ont été enseignées par les personnes qui se sont assises en face de moi en consultation. Des personnes qui sont arrivées en se sentant vaincues et qui ont réussi à se reconstruire. Des personnes qui pensaient que tout était perdu et qui ont découvert qu'elles avaient encore beaucoup à vivre. Des personnes qui, à 70, 80 ou même 90 ans, ont découvert une version d'elles-mêmes qu'elles ne connaissaient pas, plus libre, plus sage et plus courageuse. Vieillir n'est pas la fin de l'histoire. Cela peut être le début d'une étape différente, une étape qui peut devenir extraordinaire si vous décidez de vous libérer des habitudes qui vous limitent, si vous choisissez de bouger, d'apprendre, de vous connecter aux autres, de prendre soin de vous et surtout de trouver ce but qui illumine chaque matin